Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est le professeur d'économie à l'ESCP Europe, Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors, il y a plein de sujets, on parlera de la croissance dans quelques instants. Juste, c'est tombé il y a quelques jours, je voulais avoir votre réaction là-dessus. On a le Conseil des prélèvements obligatoires qui est venu nous rappeler ce qu'on savait un peu, mais c'est toujours bien de mettre des chiffres sur les sujets, que la France taxe davantage sur le patrimoine, on parle du patrimoine, que le reste de l'Union européenne. On est plus frappé sur le patrimoine. Sur le stock de patrimoine, on est 4,3%. En moyenne, je crois que c'est du PIB, où j'ai un doute sur le... En tout cas, quasiment le double, à la fois sur le stock de patrimoine et en même temps sur les revenus qui sont tirés du patrimoine. Est-ce qu'il n'y a pas encore une fois un problème? Alors, Ou est-ce que les choses ont été résolues maintenant avec... Non, alors il y a un problème qui reste toujours d'actualité, c'est-à-dire qu'une partie de la fiscalité du patrimoine a été revue avec la suppression de l'ISF et puis le PFUE, le prélèvement forfaitaire unique, mais il reste encore des scories. On l'a vu dans les événements également du mois, on a augmenté la taxe cabanon. Donc la taxe cabanon, c'est la taxe qui est perçue au moment de la construction d'une piscine ou d'un abri de jardin. Ah oui, j'ai vu passer ce truc. Oui, donc elle a été augmentée de 3%. Donc on découvre qu'il y a des micro-taxes, des petites taxes qui sont sur le patrimoine, sur la propriété. Et donc il y a une réflexion à conduire qui serait une forme de remise à plat de toute cette fiscalité. La taxe d'habitation, c'est aussi une taxe qui est assise sur la valeur locative des maisons, des appartements. Et donc elle est appelée à disparaître, appelée à disparaître, mais elle est la traduction dans les rapports du Conseil des prélèvements obligatoires, elle existe encore, elle est la traduction de ce maintien d'une fiscalité du 19e siècle qui était, elle, essentiellement assise sur le patrimoine, qui est la fiscalité locale et sur laquelle il y a un véritable chantier à ouvrir. Donc il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Mais pour l'instant, on se dit que ça y est, l'ISF a été baissé, taxe d'habitation, voilà, partir en 3 ans, ça ne bougera plus tellement, non? Oui, sauf qu'il va falloir trouver une compensation. Pour l'ISF, les sommes, normalement, ont été prévues. Pour la taxe d'habitation, il y a une accélération à la fois du chantier, surtout on est passé de 80 à 100%. Donc il va falloir trouver la façon de compenser cette perte. Et évidemment, Mme Gourault, le ministre délégué à l'Intérieur, a levé le voile. Elle a dit, on va augmenter les impôts, on va trouver un autre impôt. Ça a été rectifié le lendemain par le ministre de l'économie. Oui, pas de nouveaux impôts. Pas de nouvel impôt, mais il n'a pas dit qu'on n'allait pas augmenter les impôts existants. Ah si, il a dit aussi, on n'augmentera pas les impôts existants, pas de nouvel impôt. On va baisser les prélèvements obligatoires. Mais bon, il va falloir trouver quand même une solution. Mais je crois que le véritable enjeu, c'est d'avoir une approche qui soit une approche globale. C'est-à-dire de se poser la question, maintenant, est-ce qu'on veut une fiscalité verte ou pas? Quel type de fiscalité sur le patrimoine on veut? Quel type sur le revenu on veut? Mais la fiscalité sur le patrimoine, Jean-Marc, elle est essentiellement sur l'immobilier, sur les 80 milliards qui prélevés sur les ménages, il y en a 50 qui viennent de l'immobilier et on taxe, voilà, c'est immobilier, c'est immobile, donc on part pas à l'étranger avec son immeuble sur le dos, donc on se dit qu'il n'y a pas grand-chose qui sera fait, non? Oui, l'avantage de l'immobilier, effectivement, c'est qu'on l'a sous les yeux. Hein. L'impôt idéal en la matière, c'est l'impôt sur les portes et les fenêtres, parce que personne ne peut le frauder. On est dans la rue, on voit le nombre de fenêtres et personne ne peut dire « Ah non, mais c'est pas une fenêtre ». Donc ça a des avantages sur le plan pratique. Sur le plan économique, il y a quand même une interrogation sur la nature de cet impôt. Concrètement, il y a un discours comme quoi le propriétaire est une forme de rentier, mais un logement, ça rend des services. Quand même, c'est un des tout premiers services auxquels la population a droit, c'est de se loger correctement. Et on voit bien également que dans ce pays, un des problèmes, c'est le manque de logement. C'est-à-dire tous les gouvernements annoncent qu'ils vont lancer de vastes programmes, modifier la politique du logement, et puis... Il y en a un peu plus, là. Il y en a un peu plus. Mais enfin, on est toujours en situation d'avoir une forme de crise larvée du logement, donc c'est un sujet sur lequel il faut être relativement prudent. Mais on peut dire vraiment que la fiscalité, encore une fois, sur le patrimoine des Français est vraiment trop lourde, et toujours trop lourde malgré ce qui est fait. Alors, elle est et quel morceau, d'ailleurs? Oui, donc si vous voulez me faire dire que la fiscalité est trop lourde, il ne faudra pas me titiller très longtemps. Elle est dans l'absolu trop lourde, la fiscalité. Ce qui est inquiétant à chaque fois dans l'approche de ces problèmes, c'est qu'on essaie de bricoler à la marge sans se poser la question de savoir quelle est la dépense qui est en regard et si l'enjeu n'est pas de baisser la fiscalité en baissant simultanément la dépense. En dépense publique, on n'y est pas, on va pas rentrer dans le sujet, mais vous avez vu 0,6% de hausse en 2018 de la dépense publique hors inflation, mais c'est quand même mieux que les années d'avant. Elle augmente toujours les dépenses publiques, mais elle augmente un petit peu moins. C'est pas parce que c'est mieux que c'est bien, c'est-à-dire la tendance est positive, mais on est encore à des niveaux qui sont des niveaux extrêmement pénalisants. S'il y avait encore une fois, on finit là-dessus, sur la partie fiscalité du patrimoine, une seule, encore une fois, réforme à faire pour baisser la pression fiscale sur le patrimoine des ménages, il faudra faire quoi? Alors, je pense qu'effectivement, il faut remettre à plat globalement la fiscalité locale. Donc, on a commencé avec la taxe d'habitation, mais il faut aller jusqu'au bout et
indépendamment même de la BCE. Il faut avoir une vraie réflexion sur les modalités de financement des collectivités locales et de la façon dont on associe la population au financement de la vie locale. Bon, on passe, on manque de temps sinon, on passe à la croissance française, vous avez vu, hein, de 1,9%, on est juste en dessous de 2% de croissance, c'est l'INSEE qui nous l'a dit hier. Ça a quasiment doublé depuis, par rapport à 2016, un petit peu moins. Alors on dit merci à qui? Est-ce qu'on dit merci à François Hollande qui quand même, sur la seconde partie de son quinquennat, a baissé massivement les charges de 40 milliards d'euros? Est-ce qu'on dit merci au président Macron, le choc de confiance lié à son élection? Ou est-ce qu'on dit surtout merci à l'environnement porteur mondial européen? On a comme une Europe qui croît à 2,5%. Nous, on n'a qu'à 1,9%. Oui, c'est ça, oui. La zone euro est en période de croissance et donc... on suit les petits copains, quoi. Oui, François Hollande, ni François Hollande, ni Emmanuel Macron... C'est un peu tout ça, c'est un peu tout ça aussi. Donc, je pense qu'effectivement, François Hollande et Emmanuel Macron n'y sont pour rien. Je pense qu'il y a, dans la croissance, vous avez trois composantes dans la croissance. Vous avez la tendance, la croissance potentielle, l'élément... Qui n'est pas à 2%. Qui n'est pas à 2%, qui est à 1,3% dans les dernières évaluations. Ça veut dire qu'on est à plein régime déjà. Là, on est à plein régime. On est dans une phase de rattrapage. Je ne sais pas si les gens l'ont bien compris, ça. Hein. Voilà, on est en train de rattraper le retard qu'on avait pris après la récession de 2009. Ouais. Ensuite, il y a le cycle. Et donc, le cycle, il y a des périodes de ralentissement, voire de récession, comme 2009. Et puis ensuite, il y a des périodes de reprise, d'accélération. Et puis après, il y a les événements exceptionnels qui perturbent la dynamique économique. Et donc, on est dans une dynamique qui est portée en ce moment par le cycle. Et de même que 2009 n'était pas forcément lié à la politique de Sarkozy, et d'ailleurs il se disait que c'était pas lui qui était responsable, de même la reprise de 2017-2018 n'est pas liée à la politique de Hollande ou de Macron, c'est le cycle économique qui joue son effet. Le véritable enjeu, c'est cette croissance potentielle, cette croissance de long terme dont on vient de parler, à 1,3%, on est quand même dans une situation qui est une situation inquiétante, parce qu'il y a encore 20 ans, on était à plus de 2%, et je sens parler des temps glorieuses où on n'est pas les seuls concernés, c'est un problème mondial, on pourrait dire ça aussi. Alors c'est un problème mondial. Il y a deux choses quand même qui caractérisent la France, c'est qu'elle a eu un atout pendant très longtemps dans sa croissance potentielle qui était sa démographie. Or, elle n'en a rien fait puisque au lieu d'utiliser sa main-d'œuvre, elle a un taux de chômage qui continue à être très très élevé. Et même cette démographie est en train de donner des signes de ralentissement. C'est-à-dire que on l'a vu dans la natalité. La natalité est plutôt. On est à 1,8 hein. On est passé en dessous de 2. On est passé en dessous de 2 et donc on commence à connaître les mêmes difficultés que connaissent les autres pays. Les Allemands qui remontent pour le coup, qui sont passés de 1,3 à 1,5, comme quoi la politique de la natalité, ça a des effets. Oui, absolument, c'est pas totalement neutre. Puis le deuxième élément, il y a tout un enjeu dans le débat sur les économistes autour du progrès technique et notamment de la façon dont on mesure ce progrès technique. Est-ce qu'on n'est pas mal en train de le mesurer, mais ça, ouais, moi, je suis persuadé qu'on le mesure mal et qu'il y ait des réserves de croissance et qu'il y ait des manifestations de la croissance qui sont plus importantes que ce qu'on mesure dans les chiffres actuels. Mais cette reprise, malgré tout, elle semble plus solide. Pourquoi? Parce que l'investissement est vraiment de retour. L'investissement des entreprises, on le voit, 4% de hausse en 2017, c'est quand même un facteur qui incite à l'optimisme. Ah oui, c'est un facteur qui incite à l'optimisme, là aussi pour deux raisons. La première raison, c'est que la récession précédente, 2009, a quand même détruit pas mal d'entreprises, donc de capital, donc on a besoin de reconstituer notre stock de capital. Et deuxième élément, ça prouve si les entreprises se remettent à investir qu'elles ont une forme de lisibilité, une forme d'envie. De confiance, et de confiance. De confiance et d'envie. Et c'est assez important pour que la reprise soit relativement pérenne. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Le cycle va agir dans l'autre sens. Et, un jour ou l'autre. En 2019-2020, l'économie française va connaître probablement une phase d'essoufflement. Ça veut dire qu'on va plafonner là, en 2018, à 2% de croissance. Mais rêvons un instant, cher Jean-Marc. Comment on fait pour aller vers 2,5% comme les petits copains en Europe, la moyenne c'est 2,5%, on aura envie d'y être nous aussi. Alors vous me direz c'est le commerce extérieur. S'il n'y avait pas ces 0,4 points de PIB qui a été retiré en 2017 lié au commerce extérieur, oui, on serait quasiment à 2,5. Ça veut dire simplement que notre appareil productif, à l'heure actuelle, est au maximum de ce qu'il peut produire. Donc il faut le rendre plus efficace. Et donc, plus compétitif ou plus efficace, ou c'est la même chose? Je pense que ce n'est pas plus efficace. Derrière la notion de compétitivité, il y a l'idée que la croissance est tirée par les exportations. Mais une entreprise, quand elle vend, elle ne se pose pas la question de savoir si elle vend à un étranger ou si elle vend à un Français. Une entreprise fait ses bénéfices parce qu'elle vend, quelle que soit la personne qui lui achète. Ouais. Or, le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que
encore une fois, on a une main-d'œuvre qui est sous-utilisée, c'est-à-dire on a encore 9% de chômage, alors que nos voisins, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, sont à 4-4,5%. Et les entreprises déclarent qu'elles sont en difficulté de recrutement. Elles se heurtent au fait que quand elles proposent des postes, elles ne trouvent pas soit les candidats qui se présentent n'ont pas la formation qui convient. Donc je pense que la première nécessité, c'est de revoir le fonctionnement du marché du travail et de ne pas hésiter à afficher qu'il va falloir peut-être se débarrasser d'un certain nombre de contraintes au-delà des ordonnances. Les 35 heures sont en train de mourir de la réalité de l'économie, il faut aller jusqu'au bout, il faut symboliquement dire qu'on va mobiliser le facteur travail et donc on va mettre un terme aux 35 heures. Donc, ça, vous écoutez, ce n'est pas une question de demande. Il n'y a plus aujourd'hui de se dire, pour aller vers 2,5% de croissance, c'est parce qu'on manque de demande. Vous restez dans l'idée qu'il faut poursuivre la politique de l'offre, c'est ça? Non seulement on ne manque pas de demande, mais on a trop de demandes. C'est-à-dire que si on a un déficit extérieur, ça veut dire qu'on importe beaucoup. Et on importe beaucoup parce que l'appareil productif n'est pas capable de répondre à la demande qui se manifeste. Donc notre demande nationale est trop importante par rapport à notre offre nationale. Il fallait dire ça à ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Ils ne le verront pas comme ça. Oui, eux, ils ne le voient pas comme ça. Sur le plan macroéconomique, effectivement, il y a trop de demandes. Ça ne veut pas dire que le revenu de chaque individu pris individuellement est trop élevé, loin de là. Bon. Est-ce qu'on ne nie pas, Jean-Marc, que la France, là, depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, n'a jamais été autant réformée aussi vite, même s'il y a encore plein de choses à faire, que certains économistes disent que les réformes sont insuffisantes, qu'il faut aller plus loin, plus vite, sur la santé, sur le logement et bien d'autres sujets. Voilà, encore une fois, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Alors, il y a beaucoup de chantiers qui sont lancés, il y a beaucoup d'annonces, quelquefois c'est assez confus, mais c'est maintenant qu'il faut agir. Vous savez, Kennedy, qui est devenu une des références de notre président de la République, avait une formule assez célèbre, il disait que c'est quand il fait beau qu'il faut réparer le toit. Et donc, on est dans une phase où il fait beau sur le plan économique, donc il faut réparer le toit. Or, j'ai l'impression qu'on bricole le toit, mais on ne le refait pas complètement. Et donc, un des problèmes, c'est que assez vite, au moment du retournement conjoncturel, qui, encore une fois, interviendra en 2019-2020, si de l'ordre n'a pas été remis dans les finances publiques, c'est-à-dire si on n'engage pas une baisse forte, organisée, durable de la dépense publique. Pour l'instant, on attend de voir. Oui, pour l'instant, on attend de voir. C'est normalement demain, le 1er février, qu'il doit y avoir la première grande réunion, sachant qu'il y a un certain nombre de gens qui disent, mais écoutez, ça fait 50 ans qu'on réunit des comités, des commissions, des rapports. RGPP sous il y a eu Nicolas Sarkozy. RGPP, il y a eu les plans pluriannuels. Il y a eu la MAP. La MAP, c'est François Hollande. Et là, aujourd'hui, c'est quoi? C'est Action publique 2020, voilà, absolument. Avant, il y avait les plans pluriannuels de modernisation, il y a eu les commissions diverses. Et on n'a jamais vraiment réussi. Non. Pourquoi? Par manque de volonté politique? Je pense d'abord, il y a ce que les économistes appellent l'effet du baril, c'est-à-dire encore 5 minutes, monsieur le bourreau, c'est-à-dire donnez-nous encore 5 minutes avant qu'on réagisse. Et puis, il y a les pays qui se sont réformés, il y avait une forme d'urgence. Et en avant, Margaret Thatcher, mais Margaret Thatcher, elle arrivait après un gouvernement travailliste qui avait été obligé de se soumettre aux exigences du FMI. Nous, heureusement, on n'en est pas arrivé là, mais il faudrait que nos dirigeants acceptent l'idée qu'il vaut mieux anticiper plutôt que subir l'arrivée du FMI. Donc à vous écouter, la politique économique du président Macron est insuffisante. Je pense qu'il ne va pas assez loin, il va vite, mais pas assez loin. Et donc la direction est la bonne, mais il multiplie les annonces, il multiplie les chantiers, mais il n'approfondit pas assez ces chantiers. Donc les 3 chantiers prioritaires, on l'a compris cette année, donc formation professionnelle, apprentissage, ça reste prioritaire pour vous? Ah oui, la formation, sauf que là aussi sur la formation, c'est un mot qui est un mot fourre-tout. Valise. Voilà, valise, il faut faire de la formation, la formation, la formation. Il y a eu beaucoup de plans dans le passé de formation, même sous François Hollande. Oui, enfin c'est Jean-Pierre Chevènement qui avait lancé le slogan 80% d'une classe d'âge au baccalauréat en disant qu'à ce moment-là, il n'y aurait plus de chômage. C'est-à-dire que c'est en portant 80% d'une classe d'âge au baccalauréat qu'on supprimerait le chômage. Et il y a 1 million de chômeurs de plus qu'à l'époque où il annonçait ça. Et il y a une baisse des dotations, encore une fois, à venir par étudiant dans les universités. Il y a un vrai sujet. On n'en parle pas de ça, très peu. Voilà, absolument. Mais alors, il faut réfléchir au contenu. Maintenant, il faut raisonner non plus en quantité, mais en qualité sur la formation. La baisse des dépenses publiques, il faut que le budget 2019 soit beaucoup plus rigoureux que celui de 2018. C'est un euphémisme. Oui, c'est 1600 suppressions d'emplois. Quand on annonce qu'on va en supprimer 120 000 sur le quinquennat, c'est une mauvaise plaisanterie. Et puis, je pense que le troisième chantier, effectivement, si on doit s'attaquer à cette idée de réforme fiscale qui est latente, c'est-à-dire de poser clairement les enjeux qu'il y a sur la réforme fiscale, ce qu'on attend, indépendamment de la baisse des prélèvements obligatoires, ce qu'on attend là aussi de la nouvelle grille de fiscalité qu'on veut mettre en place. Bon.
On manque de temps, mais il y a l'étude du Cevipof, je ne sais pas si vous avez vu, qui est sortie, qui est super intéressante, qui montre qu'en fait, mais ce n'est pas une surprise non plus, qu'Emmanuel Macron séduit évidemment d'abord les milieux économiques, les personnes aisées, les classes moyennes supérieures, que les classes moyennes, elles, pour le coup, elles attendent des résultats concrets, palpables en matière de pouvoir d'achat. Et puis il y a les abstentionnistes, les déclassés, les oubliés de la mondialisation, c'est comme ça qu'on les appelle, ceux voilà, qui regardent la caravane passer, qui ne bénéficient pas de la révolution digitale. Et quand on leur parle de choc de confiance avec l'arrivée de Macron au pouvoir, ça les fait sourire. Pour eux, c'est une blague, quoi. Donc, il y a beaucoup de travail encore. Oui, il y a beaucoup de travail. Emmanuel Macron, sur le plan à la fois intellectuel, sur le mode de discours, sur la façon de gérer la politique, est un peu une reproduction de ce qu'avait été Valéry Giscard d'Estaing en 74-75. Vous vous souvenez quand il disait 2 Français sur 3 doivent soutenir ma politique. Ouais. Macron est un peu sur ce créneau. Ce que j'essaierai de lui conseiller, si je puis me permettre, c'est de faire en sorte que ça ne se termine pas comme Valéry Giscard d'Estaing. C'est-à-dire que, à force de ne pas avoir poussé les réformes jusqu'au bout, à force d'avoir donné des illusions sans donner. Enfin, en 6 mois, des choses ont été faites. En 6 mois, on ne peut pas le dire. On ne peut pas dire que. Alors, voilà. Pardon, l'ISF, personne n'avait osé s'y attaquer. Voilà. Donc, le Code du travail, encore une fois. L'ISF, c'est important. Le Code du travail, la loi El Khomri. Et ça, c'est symbolique. Surtout. Oui. Et la loi El Khomri avait fait quand même un travail important. Plus que l'ISF, d'ailleurs, pour moi, c'est le PFU, le prélèvement forfaitaire unique. À 30% sur le revenu capital. Oui, ça. Et en plus, c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup d'accords de la part des économistes. C'est-à-dire, c'était aussi dans le programme de François Fillon. Ça reposait sur un travail qui avait été fait par Sévouer avec ses codes. Donc, il y avait une vraie réflexion derrière. Donc, ça, c'est important. Mais il faut, encore une fois, apporter le fer dans la dépense publique. Derrière vous, là, il y a en ce moment le ministre des Armées qui est en train de marcher en présence d'Emmanuel Macron. Il faut voir qu'il va falloir augmenter le budget militaire. Il y a confirmé. Oui, il y a un certain nombre de besoins qui sont en train de se manifester. Et donc là aussi, on ne peut pas se contenter du rabot. Donc la mère des batailles, pour vous, ça reste encore une fois la question des dépenses publiques. La question des dépenses publiques, la question des priorités, avec cette idée qu'on ne peut pas les baisser de façon homothétique, c'est-à-dire tout le monde perd 5%. Non, il y a des endroits où il faut faire un effort. La défense, clairement, on le voit dans les prisons avec ce qui se passe, par-delà la grève des gardiens de prison, on voit bien dans quel état est notre appareil judiciaire et dans quel état sont ces établissements. Le judiciaire, le militaire, enfin... L'État. Ouais. L'État, c'est-à-dire l'État a perdu beaucoup de temps à s'occuper de choses dont il ne devrait pas s'occuper. L'État est en train de vouloir réformer le statut des entreprises et d'expliquer aux entrepreneurs comment ils doivent gérer leur entreprise. Ils devraient se reconcentrer sur ce qu'il est et se poser des questions. Pour vous, c'est une fumisterie. Enfin, c'est vraiment cette histoire. C'est pas le rôle de l'État que de. Ah non, c'est pas le rôle de l'État. Écoutez, le Code civil est là. Il fonctionne pas si mal que ça. Pourquoi ils sont mis ça en tête? C'était parce que pour donner un petit coup de barre à gauche, c'est ça? Oui, c'est ça, pour satisfaire une espèce de démagogie politiquement correcte, ambiante, de dire, écoutez, on fait pas que l'ISF aussi, les chefs d'entreprise, on les pourchasse, mais... Alors on augmente encore une fois la dépense publique là où il y en a besoin, donc dans le régalien, et on baisse où est-ce que l'État se désengage? C'est toujours facile à dire, il faut, mais oui, on va où on fait quoi? Moi, je pense qu'il y a des endroits où l'État n'a pas à être présent. Tout ce qu'on appelle les tout ce qu'on appelle les Robin Hood Rivers, c'est-à-dire les dépenses qui bénéficient davantage aux plus aisés par rapport à l'ensemble de la population. Et donc, je pense par exemple à l'enseignement supérieur. Je pense qu'il faut aller vers une privatisation de l'enseignement supérieur. D'abord parce que l'accès à l'enseignement supérieur est réservé de plus en plus pour des raisons d'organisation du système aux classes les plus aisées. Et d'autre part, je pense que le rôle de l'État, c'est de permettre un accès égal. Et l'accès égal. Comment se fera l'accès égal alors? Il se fera par des bourses pour les plus défavorisés. C'est-à-dire qu'il faut laisser les universités se mettre en concurrence, dans une logique d'ailleurs, qui était une logique qui est dans le circuit depuis un certain temps, avoir davantage de qualité, avec toutes ces dotations qu'il y a autour du classement de Shanghai et tout ça, ça veut dire qu'il faut leur donner l'autonomie, la capacité à construire leur propre projet éducatif. Et en face de ça, il faut créer un système de bourse qui permette aux plus défavorisés d'avoir l'égalité d'accès par rapport aux plus favorisés. Et en dehors de l'éducation supérieure, sinon, les pistes? Alors, bon, après, je pense que la politique du logement doit être remise à plat. Vous avez quand même... Et elle l'est en ce moment. Oui, elle l'est, mais elle l'est à coût de 5 euros par-ci, 5 euros par-là. Donc, je pense que là aussi, il faut se poser la question de savoir. Tout ce système a été mis en place, réformé, réorganisé à la fin des années 70. On voit bien que... On nous a promis un Big Bang, vous savez, dans l'immobilier. Oui, on nous a promis un Big Bang. Il serait temps de passer de la promesse à l'action. Et puis ensuite, je pense que quand Mme Agnès Buzyn, le ministre de la Santé, nous dit que 30% des actes médicaux sont inutiles,
Là aussi, on doit se poser la question de On savoir. le sait d'ailleurs. On le sait. D'ailleurs, c'est pas un scoop. Ah, d'ailleurs. non, c'est pas un scoop, Et quand elle dit ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait penser que c'est énorme comme affirmation. Pas du tout. Les gens disent oui, c'est normal, effectivement, c'est probable. Ce qu'elle raconte est tout à fait vraisemblable. Et donc, je pense que là aussi, il faut porter le fer dans la plaie. Et porter le fer dans la plaie, ça veut dire à introduire davantage de concurrence, c'est-à-dire autoriser les gens à choisir leur système de sécurité sociale. Notre gouvernement le reconnaît, puisque quand on veut faire revenir les gens de Londres et qu'on leur dit « vous pouvez vous installer à Paris, une nouvelle place financière », parmi les conditions que l'on met pour les attirer, il y a le fait qu'ils ne seront pas obligés d'adhérer à la sécurité sociale française, qui pourront se couvrir en termes de dépenses de santé. Comme ils le font déjà chez eux. Et comme ils le font chez eux sur des assurances qui sont des assurances privées. Comme quoi c'est possible. Donc comme quoi c'est possible et comme quoi il y a une conscience au plus haut niveau de l'État que le système, là aussi, est arrivé à bout de souffle. Bon, c'est toujours très intéressant. Merci à vous d'avoir été avec nous. Jean-Marc Daniel, donc professeur d'économie à l'ESCP Europe. À bientôt, merci. À bientôt.